bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air complexe, mais en fait, voilà, vous allez voir qu'on va quand même essayer de bien résumer les choses. C'est le choix du statut juridique pour votre activité. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, vous, est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous avez déjà créé votre entreprise? Et si oui, sous quel statut juridique? Comme ça, je peux voir un petit peu à qui je m'adresse. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans le chat pour savoir un petit peu, pour connaître un peu votre entreprise individuelle, SASU, micro-entreprise. Ok, donc vous êtes déjà lancé. Ok, super. Allez, super. Donc, du coup, pour expliquer un peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va revenir sur juste un petit point vocabulaire parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient tendance à confondre le terme statut et régime. On va vous parler du choix du régime, du coup, comment choisir son régime et comment choisir son statut. Donc, ce sera un peu plus clair pour vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Indy, nous, notre mission depuis 10 ans maintenant, c'est de simplifier la vie des indépendants en rendant la compta, l'admin simple, rapide et ludique. Tout ça via une application hyper intuitive. Donc, on va aider les indépendants sur la partie création pour ceux qui ont besoin d'aide, comptabilité, gestion, facturation, compte pro et déclaration. Voilà. Et juste pour donner quelques chiffres, on est 300 aujourd'hui, 200 000 personnes qui utilisent Indy et on arrive à conserver un taux de satisfaction hyper élevé, 4,8 sur 5 sur plus de 10 000 avis. Donc ça fait vraiment très plaisir. Allez, on attaque du coup avec déjà la distinction entre statut et régime. Pour rappel, le statut juridique, c'est la forme légale d'une entreprise. Donc, comment l'entreprise est-elle gérée, comment elle est reconnue d'un point de vue de l'administration. Donc, EI, entreprise individuelle, SASU, URL, ça, ce sont des statuts juridiques. Précision, la micro-entreprise, c'est une EI. D'accord? C'est une entreprise individuelle dans le sens où vous ne faites qu'un avec votre entreprise sur le plan juridique. D'accord? Quand on est en SASU ou en SARL, là, vous allez créer une entité morale distincte, hein, une personne morale distincte de vous, distincte sur le plan juridique. D'accord? Donc, c'est ça le statut juridique, c'est juste par rapport à ça. Ensuite, il y a le terme régime fiscal. Là, ça va être la manière dont est calculé l'impôt par rapport à votre statut. Donc, qui va payer l'impôt, selon quelles règles les bénéfices vont-ils être imposés. Et donc là, soit on est à l'impôt sur le revenu, soit on est à l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur le revenu, vous savez, c'est le barème progressif que tout le monde connaît normalement, 0%, 10%, etc., 11%, pardon. Alors que l'IS, il y a un taux simple de 15% et un taux à 25%. Voilà. Donc ça, c'est la différence qu'il faut vraiment retenir. On peut être en EI à l'IR comme on peut être en EI à l'IS et on peut être en SASU à l'IR comme on peut être en SASU à l'IS. Vous voyez? Donc tout l'intérêt finalement, ça va être de trouver la bonne combinaison pour vous entre le bon statut juridique et le bon régime fiscal. Ça, c'était la base de chez base. On commence toujours par là. Est-ce que ça va? C'est clair pour vous avant qu'on aille plus loin? Est-ce que la base est maîtrisée? Ouais, ok, super, génial. Alors du coup, choix du statut. Alors comment ça se passe au niveau des statuts? On va commencer par le statut le plus simple qui est la micro-entreprise. C'est vraiment l'EI qui est simplifié à son paroxysme. Donc en fait, la micro-entreprise, c'est la combinaison de deux régimes simplifiés. Au niveau fiscal, ce qu'on appelle le micro-fiscal avec l'abattement forfaitaire, c'est-à-dire que pour calculer son bénéfice imposable, on va faire chiffre d'affaires moins un pourcentage. Le pourcentage, il varie selon votre type d'activité. Quelqu'un qui sera en profession libérale sera moins 34%. Quelqu'un qui ferait de la vente de produits, ce serait moins 71%. D'accord? Mais je vous rassure, quand on parle d'abattement, on ne vous retire pas 34% de la poche, hein. C'est juste pour le calcul du bénéfice. Et après, ça dépendra de où est-ce que vous êtes dans les tranches d'imposition. Donc ça, c'est le micro-fiscal, hyper simple pour calculer son bénéfice. Et le régime micro-social pour les cotisations sociales avec l'URSSAF, où là, pareil, c'est très simple en micro-entreprise. Juste, on déclare son chiffre d'affaires tous les mois, même si on fait 0 euros. Et l'URSSAF va appliquer un pourcentage pour calculer ses cotisations. Donc si on déclare 0 euros, ils comprennent qu'il n'y a pas de cotisation à payer derrière. Donc, quand on est en micro, on est bien considéré comme travailleur non salarié. Et il y a donc de nombreux avantages par rapport à cette micro-entreprise. C'est que déjà, la création, c'est facile et c'est gratuit. La comptabilité, pareil, hyper simple, faut juste regarder ses recettes finalement et ses dépenses si on veut savoir un petit peu combien on dépense, mais il y a rien à, il y a moins de documents comptables et fiscaux à produire quand on est en micro-entreprise. Vous l'avez compris, la simplicité de la compréhension des régimes fiscaux et sociaux,
Si jamais vous voulez fermer votre micro-entreprise, pareil, c'est facile et gratuit, hein, comme la création. Et c'est vraiment bien adapté finalement pour tester un projet quand on commence dans l'entrepreneuriat, pour s'assurer que bah, voilà, vous répondez bien à un besoin. Et voilà. L'inconvénient, c'est que bah, forcément, en termes d'optimisation, il y a moins d'optimisation possible. On ne peut pas déduire ses frais puisqu'on déduit un abattement forfaitaire pour calculer son bénéfice. Donc, on ne déduit pas vos charges, hein, au réel pour calculer le bénéfice. Il y a un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Quelqu'un qui serait en prestation de service, que ce soit BNC ou BIC, hein, on peut faire de la prestation de service dans les deux cas, le seuil, il est de 77 700 euros. Donc 777. D'accord? Quelqu'un qui fait de la vente de biens, là, le plafond, il est de 188 700 euros, je crois. Et il ne faut pas dépasser ça 2 années consécutives. Donc, si on dépasse ça 2 années, hop, on ne peut plus être en micro-entreprise. Donc, la micro-entreprise, c'est vraiment bien au départ, mais quand ça commence à fonctionner, ben, on est rapidement limité. Ensuite, on est forcément à l'impôt sur le revenu avec la micro-entreprise. Il n'y a pas de choix justement d'être à l'IR, à l'IS, non, c'est forcément à l'IR. OK? Et il n'y a pas de couverture accident du travail. Attention, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'y pense là, quelqu'un parlait des ARE. Si jamais vous êtes à France Travail, quand on est en micro-entreprise et qu'on gagne de l'argent avec sa micro-entreprise, vous devez faire dans tous les cas ce qu'on appelle l'actualisation mensuelle de France Travail et dire combien vous avez gagné, que ce soit 0 € ou X euros. Et en fait, ils vont tenir compte de ce que vous déclarez pour minorer l'ARE que vous allez percevoir mensuellement. OK? Mais cet ARE, il n'est pas perdu en soi, il est juste décalé dans le temps. OK? Il faut avoir ça en tête. Mais voilà, effectivement, ils vont prendre en compte ce que vous générez avec la micro-entreprise. Ensuite, on va parler de l'entreprise individuelle. Donc, on va dire que c'est un peu la forme évoluée, c'est l'évolution de la micro-entreprise. Ça reste un statut classique que beaucoup de personnes choisissent parce que bah, déjà, il y a un peu plus de liberté de gestion par rapport à la micro-entreprise, puisqu'on va pouvoir déduire ses frais quand on est en entreprise individuelle au régime réel. Mais à contrario, bah, forcément, il y aura un peu plus d'obligations parce que quand on passe au régime réel, donc quand on va déduire ces charges, bah, ça va inclure une déclaration supplémentaire qui permettra de répertorier toutes les charges à déduire pour calculer les bénéfices. Donc, il y a une déclaration en plus. En soi, c'est pas non plus une montagne à gravir, mais il faut l'avoir en tête. Donc, les avantages de l'entreprise individuelle, c'est que comme ça reste une entreprise individuelle, donc vous ne faites toujours qu'un avec votre entreprise au niveau juridique, bah, la création est toujours aussi simple et gratuite. Là, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir déduire vos frais parce que vous ne serez plus en micro-fiscal, mais vous serez au régime réel. Donc, déduirez tous vos frais. Il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires, donc vous pouvez rester en EI ad vitam aeternam si jamais ça vous enchante, c'est possible. Et surtout, depuis 2022, ça, je trouve ça génial, vous avez le choix entre IR, impôt sur le revenu, et IS, impôt sur les sociétés. D'accord? Donc c'est vrai que c'est aussi une forme qui est pas mal adaptée pour ceux qui ont beaucoup de charges déductibles. Parce que oui, imaginons que vous êtes une I, que vous avez, je sais pas moi, 50% de charges par rapport à tout ce que vous payez au quotidien et que vous êtes en profession libérale. Si vous restez en micro-entreprise, vous allez déduire uniquement 34% l'abattement forfaitaire pour calculer le bénéfice. Alors que si vous passez au régime réel avec votre taux de charge de 50%, vous allez déduire finalement 50%. Et il vaut mieux déduire 50% que 34%, parce qu'à la fin, le bénéfice, il sera plus petit. Et donc, si le bénéfice est plus petit, derrière, bah, il y a moins d'impôts à payer. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant, même si on n'a pas encore dépassé les seuils de la micro-entreprise. Du coup, inconvénient, comme j'ai dit, bah, c'est une compta un petit peu plus complexe parce qu'il faut bah, garder tous ces justificatifs, produire une déclaration supplémentaire. Euh, on reste quand même limité en termes d'optimisation, même si on peut déduire ces charges, ben, il y a d'autres formes qui permettent d'optimiser davantage les choses. Et les ARE sont partiels durant l'année. En fait, vous savez, quand on est en micro-entreprise, on va pouvoir dire tous les mois bah, combien on a gagné en termes de chiffre d'affaires, sauf que les ARE en EI, ils vont se baser sur votre déclaration de revenus que vous faites une fois par an. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont, dans tous les cas, appliquer 70% de l'ARE mensuel et ajuster en fonction ensuite de la déclaration de revenus qui aura été produite. Vous voyez? Donc, la régule se passe une fois par an en fonction de votre déclaration, mais tout au long de l'année,
vous ne pouvez pas percevoir 100% de l'ARE mensuel. Voilà. Donc ça, c'était on va dire, les deux formes principales, on va dire, entreprise individuelle, micro-entreprise et EI. Beaucoup commencent par enfin, ce statut. Donc là, normalement, voilà, on va commencer on va passer aux sociétés. Donc pour rappel, la distinction entre EI et les sociétés type SARL, SASU, etc., c'est au niveau juridique. En EI, pas de distinction entre vous et votre entreprise d'un point de vue juridique, alors que en société avec une EURL, une SASU ou voilà, une société distincte, là, vous allez créer une personne morale distincte de l'entrepreneur. D'accord? C'est vraiment ça la différence qu'il faut retenir. Donc, le URL, SARL. Donc, qu'est-ce que c'est? Le URL, c'est juste une SARL où il n'y a qu'un seul associé. D'accord? On va dire ça comme ça. Donc, quand on est en EURL, on est toujours en tant que TNS, travailleur non salarié. On est toujours reconnu comme TNS. Le fonctionnement de l'EURL ou de la SARL, c'est beaucoup plus encadré qu'une SASU. Donc le statut juridique, il est clair et rassurant. Donc c'est vraiment un statut rassurant pour, par exemple, ceux qui vont vous financer. Ils savent que ouais, tout est carré. Au niveau des cotisations sociales, sur la rémunération, c'est plus faible. Vous avez le taux appliqué à ceux qui sont en travailleurs non salariés, à savoir environ 45%. D'accord? Donc c'est plutôt faible comparé à la SASU, vous allez voir. Il n'y a pas de fiche de paye, donc il y a moins de lourdeur, on va dire, au niveau des papiers qu'une SASU, où là, il faudra produire une fiche de paye si jamais vous voulez vous rémunérer. Là, il n'y aura pas besoin, juste à faire une déclaration. Et l'avantage, c'est qu'avec l'EURL ou la SARL, vous allez valider 3 trimestres de retraite par an. Pourquoi vous validez 3 trimestres par an? C'est parce que en termes d'inconvénients, c'est un peu le corollaire, vous avez des cotisations sociales minimales à payer, même si vous ne vous rémunérez pas. D'accord? C'est ça qu'il faut un peu avoir en tête. Hop, attendez. Et autre point, au niveau des dividendes. Alors, avant de parler des dividendes, est-ce que vous êtes un peu familier avec le terme dividende, salaire dividende? Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez ou pas trop? Non, oui, oui, non, oui. Bon, il y a un peu de tout. Dans le bénéfice du doute, moi, je vais vous expliquer quand même les choses. En fait, quand on est en société, quand on est à l'impôt sur les sociétés, on peut se rémunérer de deux façons. Soit le salaire qu'on va se verser, soit les dividendes. Les dividendes, c'est une fois par an, à la fin de l'année, une fois que la clôture est passée, on peut se verser des dividendes par rapport à ce qui reste du bénéfice. Et donc ça, en EI, si on est à l'impôt sur le revenu, ce n'est pas possible. D'accord? Ça manque que en IS. Et donc, soit on se rémunère avec le salaire et dans ces cas-là, on paye toutes les cotisations sociales, etc., tout ce qui va avec, soit on se verse des dividendes. Et le truc, c'est qu'en URL, se verser des dividendes, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant parce qu'ils sont soumis aux cotisations sociales pour la fraction qui est supérieure à 10% du capital social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on imagine que votre rapport en capital social au départ était de 1000 euros. D'accord? Souvent, c'est 1000 euros qu'on met quand on démarre en société. Bah, si jamais vous décidiez de vous verser 1000 euros de dividendes, voilà, on va dire 1000 euros de dividendes, et ben, la fraction supérieure à 10% du capital, sachant que 10% de 1000, c'est 100 euros, d'accord? Et ben, tout ce qui est entre le 101e euro et le 1000e euro, et ben, cette partie-là, cette fraction de 900 euros au total, est soumise aux cotisations sociales, donc à 45%. Donc au final, vous allez payer aussi des cotisations sociales dessus, alors que cette règle-là ne va pas s'appliquer quand on est en SASU. D'accord? Donc, c'est que ceux qui choisissent le URL en général, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'intention de se rémunérer en dividendes, mais plus en salaire pour pouvoir bénéficier de la protection et avoir un cadre clair pour eux. Voilà. Ceux qui veulent se verser le salaire, en gros, c'est ceux qui choisissent le URL. Attention, en URL, autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de couverture accident du travail non plus. Donc, si jamais vous voulez vous protéger en plus, il faudra effectivement choisir une mutuelle, prévoyance en plus, pour pouvoir se prémunir de ce risque-là. Et tout comme l'EI au régime réel, les ARE seront partiels durant l'année, puisqu'ils vont se baser sur la déclaration de revenus une fois par an. D'accord?
Donc ça, on va dire que ce sont les principaux inconvénients de l'EURL. C'est plutôt adapté pour ceux qui cherchent un cadre clair pour leur société, qui vont principalement se rémunérer en salaire et qui cherchent à valider leur trimestre de retraite en parallèle. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Là, je vois qu'il y a une petite question qui évoque la flat tax. Donc, la flat tax, pareil, ça va aussi s'appliquer pour les dividendes. Donc, ça, les flat tax, c'est 30%. Je crois que c'est même passé à 31,8%. Ou bref, ça, c'est un petit peu augmenté la flat tax. Et donc, au final, vous serez beaucoup taxé sur les dividendes. 31,6. Merci, Marie. Donc, vous serez effectivement beaucoup taxé finalement sur les dividendes quand on dépasse 10% du capital apporté et on le dépasse très facilement, en fait. Et donc, ce qui va s'opposer finalement à l'EURL et la SARL, c'est la SASU et la donc SAS. Donc, SASU, ça veut dire unipersonnel, c'est-à-dire que vous êtes seul dans votre SAS, en gros. Là, contrairement à l'EURL, vous serez assimilé salarié. D'accord? Ce qui veut dire que votre protection sociale sera presque comme un salarié. Vous serez très protégé. Donc, ceux qui cherchent une couverture sociale complète, la SASU peut être intéressante. Ensuite, il y a beaucoup plus de liberté en termes de rédaction des statuts. Ça peut être beaucoup plus souple. Il y a moins on va dire de démarches si jamais il y a des changements à apporter, contrairement à l'EURL où là, il y a vraiment un cadre juridique qui est très carré. Donc, liberté statutaire un peu plus grande. Et surtout, vous l'avez compris, les dividendes ne seront pas aussi imposés qu'en EURL ou en SASU puisqu'il n'y a pas cette histoire de tranche supérieure à 10% du capital. Vous pouvez vous verser des dividendes et ne pas être imposé aux cotisations sociales dessus. D'accord? L'avantage aussi, c'est qu'en SASU, si vous vous rémunérez pas, parce que vous pouvez juste ne pas vous verser de salaire, donc tout laisser sur l'entreprise et ne pas vous rémunérer, bah, vous allez pouvoir continuer à percevoir vos ARE, donc 100% du montant mensuel que vous êtes censé percevoir. D'accord? C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils sont chez France Travail, bah, créent une SASU s'ils veulent percevoir 100% des ARE durant la période d'indemnisation, en quelque sorte, et commencer à se rémunérer à la fin de la période de chômage. Voilà, donc beaucoup choisissent la SASU pour ça. Mais attention, du coup, faut savoir que créer une société, c'est vrai que je l'ai pas mis dans les inconvénients, mais créer une société, que ce soit URL ou SASU, la création n'est pas gratuite, contrairement à une entreprise individuelle, d'accord? Il faut payer le dépôt au greffe, etc. Il faut compter entre ouais, 200 et 400 euros pour la création. Ok. Ensuite, si jamais vous ne rémunérez pas en SASU, il n'y a aucune protection. Vous n'êtes pas du tout protégé. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont en SASU vont au moins se rémunérer une somme pour bénéficier d'un minimum de protection. Je dirais ouais, environ 700 euros, 600, 700 euros, 800 euros par là, d'autres 1000 euros pour arrondir les choses. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir déjà un petit montant de protection et ne pas avoir 0 euros de protection sociale. Et enfin, par contre, attention, quand vous allez vous rémunérer, bah, il y a des cotisations sociales qui vont s'appliquer puisque vous êtes assigné salarié. Donc, c'est comme le salarié, le taux, il n'est pas de 45%, contrairement au TNS, il est de 80% et quelques. Là, on met 82, mais c'est environ 82, on va dire, parce que bah, voilà, vous êtes assigné salarié, donc la protection, si vous avez une bonne protection, c'est parce que vous payez aussi beaucoup de cotisations sociales sur ce que vous vous rémunérez en salaire. D'accord? Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Heureusement, on a fait un petit récap qui permet de... Alors, en fait, j'ai plein de petites fenêtres sur mon ordinateur, je vois pas toutes mes slides non plus. Comment avez-vous calculé les 82%? En fait, si vous voulez, vous avez tout le détail parce que dans les cotisations sociales, il y a plein de petits éléments qui s'ajoutent. Vous avez le détail sur l'URSSAF. Et donc, vous avez 10% par-ci, 10% par-là, 3% par-ci, par-là. Et en fait, au total, on arrive à environ 80%. Ça dépendra aussi, in fine, du revenu, donc de ce que vous allez avoir, moins les charges que vous avez dans votre foyer fiscal. Donc ça, pareil, je pense que le site de l'URSSAF peut être pas mal en termes d'information. Ils décrivent comment sont composées les cotisations sociales. D'accord? Mais en fait, c'est vraiment 80%. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en SASU,
on paye beaucoup de cotisations sociales et on est bien protégé. En EURL, on ne paye pas beaucoup de cotisations sociales, mais on est moins bien protégé parce qu'on est en TNS. Voilà. Alors, quel statut selon votre situation? Donc, si on récapitule un petit peu les choses, en micro-entreprise et en EI, il n'y a aucune distinction sur le plan juridique. Donc, c'est hyper simple hein, de créer une EI. La micro-entreprise, on est forcément à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est adapté si l'activité est partielle, si on veut tester un projet à côté au départ parce qu'on n'a jamais été indépendant et on veut voir si ça fonctionne. Ça évite justement toutes ces formalités de création d'entreprise comme l'URL ou la SASU, où là, il va falloir débourser de l'argent, prendre du temps pour la création. Donc, la micro-entreprise à choisir au départ quand on n'est pas trop sûr du projet. Ça permet d'avoir un régime fiscal et social hyper simple et prendre le minimum de risques finalement, parce que si on veut tout arrêter, c'est gratuit pour fermer la micro-entreprise et voilà. Ok. Ensuite, l'EI au régime réel. Donc là, soit on est à l'IR, soit on est à l'IS. Je vais vous parler de l'IS en EI juste après parce que c'est assez récent finalement. L'EI, c'est pas mal hors micro-entreprise, justement, quand on souhaite garder une structure simple, qu'on n'a pas forcément l'ambition euh, de faire évoluer, d'investir comme certaines sociétés et qu'on veut un petit peu optimiser les choses parce qu'on a beaucoup de charges. Donc, on veut déduire ces charges plutôt qu'un abattement forfaitaire afin de payer moins d'impôts. En général, on est en EIA-LIR, mais maintenant, on peut choisir l'IS. L'IS, ça peut être intéressant quand on a enfin, on a plus de chiffre d'affaires et qu'on ne va pas consommer tout son chiffre d'affaires. Certains, en fait, j'avais discuté avec des entrepreneurs qui sont en EIA-LIS, ils me disaient que ils gagnaient environ entre 80 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rémunéraient juste 2 000 euros, enfin juste, ils se rémunèrent 2 000 euros, ce qui est déjà bien, et le reste, ils laissent sur la société. Donc, ça permet de plus optimiser quand on est à l'IS si on consomme pas tout son chiffre d'affaires, d'accord? Et en général, c'est le cas quand on commence à gagner beaucoup. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux choisir l'IS que l'IR. Au moins, vous ne serez pas imposé à 30% sur tout le bénéfice de l'entreprise, ou 40% même pour certains. L'EURL, donc là, c'est idéal pour ceux qui cherchent un cadre structuré en gardant une gestion comme simple parce qu'il y a moins de formalisme, il n'y a pas de fiche de paye, hein, vous êtes toujours en tant que TNS. C'est adapté pour minimiser les charges sociales sur la rémunération, puisque du coup, vous l'avez compris, quand vous allez vous verser du salaire, vous allez payer uniquement 45% environ, comme n'importe quel TNS, de charges sociales dessus. D'accord? Et la SASU, c'est un peu l'inverse. Du coup, c'est idéal pour ceux qui veulent une société distincte de leur personne, qui veulent une protection sociale plus importante, quitte à payer plus de cotisations sociales du coup hein, sur le salaire. Mais vous pouvez jouer avec les dividendes pour vous rémunérer parce que les dividendes ne seront pas soumis pardon, aux cotisations sociales. Donc la SASU, c'est vraiment pas mal pour jouer entre salaire et dividendes et avoir une bonne protection sociale, sachant que vous pourrez continuer à percevoir 100% de l'ARE mensuel hein, si vous ne rémunérez pas au départ avec la SASU. Mais attention, créer une SASU, c'est un petit peu engageant parce que voilà, il y a une rédaction des statuts, ça coûte de l'argent de créer une structure comme la SASU, contrairement à la micro-entreprise. Ok. Et juste petite slide de bonus parce que le YALIS est tout récent et je trouve que c'est un statut, enfin une combinaison assez méconnue. Donc depuis 2022, vous pouvez rester en entreprise individuelle. Donc ne pas vous prendre la tête avec la création d'une société si votre ambition n'est pas forcément de grandir ou de faire évoluer via une holding ou faire des montages fiscaux particuliers. Si vous voulez juste rester seul en tant qu'indépendant, l'EI est possible avec l'IS. Les avantages, c'est que comme une micro-entreprise ou une EI à l'IR, c'est simple à créer. Pour passer de la micro à l'EIS, c'est aussi très simple. Il n'y a pas de frais légaux, pas de dépôt de capital à faire, pas de fiche de paie à réaliser si jamais vous voulez vous rémunérer ensuite après avoir encaissé de l'argent. Les cotisations sociales sont toujours aussi faibles comparé à une SASU parce que en UIS, vous êtes toujours considéré comme TNS. D'accord. Et au niveau de la fiscalité des dividendes, parce que oui, vous êtes à l'IS, vous pouvez verser des dividendes, la fiscalité est un peu plus avantageuse aussi, parce qu'il n'y a pas cette histoire de 10% de l'apport en capital, parce qu'il n'y a pas un dépôt de capital à faire. Par contre, il y a effectivement une histoire de 10%. En gros, c'est quand on est en EIS, si on se verse des dividendes, la fraction supère à 10% du bénéfice
cette fois-ci, sera soumis aux cotisations sociales, donc de 45% environ. Donc, exemple, je sais pas, vous avez un bénéfice euh, de 10 000 euros. On va prendre un truc hyper simple, 10 000 euros, d'accord? Donc, vous pouvez vous verser jusqu'à 1 000 euros de dividendes sans qu'il y ait de cotisation sociale dessus. Et si vous dépassez la fraction de 10%, donc 1 000 euros, si vous êtes, je sais pas, à 1 200 euros, les 200 euros, là, seront soumis aux cotisations sociales, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus souple que le URL. C'est un peu moins avantageux que la SASU, évidemment, pour les dividendes, mais c'est à vous de voir un peu, en termes d'optimisation, ce que vous voulez réellement. Ceux qui sont en UILIS en général sont des freelances qui cherchent, qui n'ont pas pour ambition de partager des parts sociales de leur entreprise. Ils veulent juste rester simples. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils consomment pas tout, donc bah, il faut quand même optimiser les choses. Donc ils passent à l'IS. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Et là, je pense qu'on arrive à la fin. Il me dit pour les freelances. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore créé votre société, vous pouvez le faire avec nous. D'accord? La création, elle est offerte. Et ensuite, bah, il y a la comptabilité. Là, nous, on va se rémunérer sur la partie liasse fiscale, déclaration, accompagnement. Mais la création, elle est offerte avec Indy. Ça, il faut l'avoir en tête. Pour les micro-entreprises, c'est différent. En fait, c'est tellement simple de créer une micro-entreprise qu'on va vous montrer un tutoriel et il n'y aura plus qu'à le suivre. Et au moins, vous le faites, vous comprenez ce que vous faites et c'est gratuit. Voilà. Mais en tout cas, pour les sociétés, il y a un accompagnement qui est prévu chez Andy. Et du coup, pour expliquer un petit peu par rapport au reste, la partie comptabilité, très rapidement, nous, on a une application qui fonctionne avec la synchronisation bancaire. Vous allez pouvoir relier votre compte Proendi. On va automatiser toute votre comptabilité, pardon. On va pré-mâcher vos déclarations. Les déclarations, c'est comme des recettes de cuisine. Il suffit de suivre les étapes. Vous répondez aux étapes sans calculatrice, sans connaissance. Et à la fin, vous avez votre liasse fiscale avec bah, le bilan, le compte de résultat, etc. Tout. Si jamais il y a des questions, on est là en backup, hein, c'est des humains qui sont derrière Indy. Et vous pouvez aussi créer tout ce qui est facturation, devis avec nous. Enfin voilà, c'est vraiment une solution tout en un pour les indépendants. Et après, bah, vous pourrez tout les transmettre en un clic parce que oui, on est reconnu par les impôts. Et bonne nouvelle du coup, avec Malte, vous avez 3 mois offerts sur l'abonnement d'Indy qui inclut cette partie déclarative. Là, je vous parle pas de prix parce qu'en fait, le prix dépend de votre statut juridique. Justement, une micro-entreprise va payer que 16 euros hors taxe par mois versus une société qui va payer 59 euros hors taxe par mois. Vous voyez, les documents à produire ne sont pas du tout les mêmes. Le niveau d'accompagnement ne sera pas forcément le même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Mais on est quand même en dessous du marché normalement. Bref, dans tous les cas, 3 mois offerts avec Malte. Talita vient de vous partager le lien du partenariat dans le chat si vous voulez en bénéficier. Il n'y a pas d'engagement Shenzi. En plus, ça, faut l'avoir en tête. On fait le pari que les gens restent avec nous parce qu'ils sont contents. Et voilà, donc c'était assez dense. J'espère que vous avez un peu plus compris les statuts juridiques. Je vais vous mettre la slide récap ici et je vais pouvoir voir un peu les réponses et les questions en suspens. Alors, en suspens, j'ai pas bien compris l'histoire des 3 trimestres de retraite. Si, vous pouvez en valider 4, mais au minimum, vous allez en valider 3 parce qu'il y a des cotisations sociales, parce qu'il y a des, oui, c'est ça, il y a des cotisations sociales minimum à payer quand on est en EURL. Et ces cotisations sociales minimum permettent de valider des trimestres, enfin de valider des trimestres aussi. Donc, c'est un peu plus optimisé pour les EURL, mais en SASU, cette histoire de cotisation minimum n'existe pas. D'accord? Avant de choisir le statut, avant de choisir la forme juridique, il faut aussi faire une étude de la situation personnelle. Lorsque je suis j'ai fait quoi? Et j'ai perdu de... Ah oui, quand même. Alors oui, effectivement, là, ce webinaire n'a pas pour mission de vous dire, OK, il va falloir choisir ça parce que c'est comme ça. Là, leur mission, c'est de vous vulgariser un petit peu les termes, de montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque statut, que ce soit un peu plus clair pour vous. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu déjà vers quoi vous voulez tendre. Après, le mieux, c'est évidemment de faire une simulation. Ce qui est pas mal, c'est que l'URSSAF, déjà gratuitement, l'URSSAF, ils ont créé des simulateurs qui sont disponibles pour déjà faire quelques simulations entre quelques statuts. Il n'y a pas tous les statuts, mais déjà, différence entre auto-entreprise, EIO réel, ou ce que ça implique au niveau des cotisations sociales ou du bénéfice net d'impôt. Voilà. Vous pouvez déjà faire quelques simulations gratuitement. Et après, si vous voulez vraiment l'avis d'un expert, bah, il vaut mieux être accompagné par un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Alors,
bien choisir l'expert comptable du coup, parce qu'effectivement, ce sont des humains, donc certains peuvent peut-être faire des erreurs, je ne sais pas. Mais voilà, il faudra bien prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer, si jamais vous avez une situation particulière, notamment. Le dépassement est toléré sur un exercice. Alors, peut-être que vous parlez du coup du seuil de la micro-entreprise. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a effectivement un seuil, 77 500 euros en micro-entreprise pour la prestation de service, 188 700 euros pour la vente de produits. Et ce seuil-là, il faut le dépasser 2 années consécutives. Donc, j'ai déjà rencontré des gens qui ne voulaient pas sortir de la micro-entreprise. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dépassaient une année sur deux le seuil pour pouvoir rester en micro-entreprise parce qu'ils avaient atteint les plafonds. Donc, ils essayaient de maîtriser un petit peu ça. C'est possible et vous pourrez rester en micro dans ces cas-là. Mais effectivement, le dépassement est toléré sur un seul exercice. Peut-on bénéficier de la TVA, franchise de TVA, pardon, en EI ou EURL? Tout à fait. La TVA n'a aucun lien avec le statut juridique. Et ça, j'essaie de casser un peu cette idée reçue parce que beaucoup vont opposer la micro-entreprise, par exemple, avec la TVA. Or, on peut être en micro-entreprise avec TVA, comme on peut être en société, donc EURL par exemple, en franchise en base. Tout est une question de choix et de seuil, d'accord? Soit vous dépassez les seuils de TVA et dans ces cas-là, vous devenez redevable de la TVA, soit vous n'avez pas encore dépassé, vous êtes en franchise en base et vous demandez à être redevable. C'est aussi possible, d'accord? Pour rappel, les seuils de TVA, c'est les mêmes par rapport à 2025, hein. Il y a eu plein d'histoires. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais certains parlaient de 25 000 euros, etc. Non, on est à 37 500 euros pour la prestation de service avec un seuil majoré de 41 000 euros, 41 250 euros. Et pour la vente de produits, on est à 88 500 euros. Non, 85 000 euros, pardon, et 90 000 en seuil majoré. Donc voilà, ce sont les mêmes seuils que 2025, les seuils de TVA aujourd'hui. Combien de cotisations on paye sur le salaire pris en SASU? Environ 80%. Encore une fois, si vous voulez avoir le détail, je vous invite à aller sur l'URSSAF, le simulateur de l'URSSAF pour le statut juridique, parce vous allez pouvoir cliquer en fait sur le montant et ça va vous mettre le détail de chaque petite cotisation sociale et le pourcentage qu'elle piquait. Donc des fois, il y a 2%, 3%. Et en fait, mis bout à bout, ça fait environ 80% de cotisations sociales payées sur le salaire qu'on va se verser en SASU. Les seuils de TVA sont sur le CA ou le bénéfice. Sur le chiffre d'affaires. Malheureusement, c'est sur le chiffre d'affaires que sont calculés les seuils. Donc, il faut vraiment voir ce que vous allez encaisser. Et c'est à vous de suivre, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, si jamais vous dépassez les seuils, que vous ne faites pas les démarches pour avoir la TVA, les impôts, eux, ils vont pas toquer à votre porte pour dire coucou, t'as la TVA maintenant. Non, c'est à vous de vous manifester. Eux, ils peuvent se réveiller quelques mois après et vous demander, OK, là, tu étais censé avoir la TVA, tu l'as pas facturé, il va falloir faire des factures rectificatives sur tous les mois écoulés alors que tu étais censé avoir la TVA. Enfin, il vaut mieux suivre la TVA, votre chiffre d'affaires tout au long de l'année, même en micro-entreprise, pour voir si vous dépassez les seuils ou non. Est-il préférable d'attendre pour créer son entreprise si on a des projets d'achat maison? Alors là, je pense que faudrait voir avec votre banquier parce que très souvent, quand on est indépendant, on va vous demander les 3 derniers bilans. Donc, il faut aussi un historique pour montrer que votre société tient la route. Si à côté vous êtes salarié, en vrai, ça ne pose pas de problème parce que vous avez votre salaire et voilà. Mais effectivement, pour avoir un bon dossier, je vous avoue que je suis pas banquière, je suis pas conseiller banquier, donc je saurais pas trop vous dire les attentes. Mais je sais qu'on demande en général 3 ans de bilan. Donc je sais pas. Là, en vrai, je préfère que vous preniez rendez-vous avec votre conseiller banquier. Je pourrais pas trop vous dire. J'ai cru voir qu'on pouvait être en EI et bénéficier du statut auto-entrepreneur. Quelles sont les contraintes? Mais en fait, l'auto-entreprise, auto-entrepreneur, c'est la même chose. Auto-entreprise et micro-entreprise, hein, c'est deux synonymes. C'est exactement la même chose. C'est une EI, c'est une entreprise individuelle. Juste, elle est simplifiée. D'accord? Donc, en tant qu'auto-entreprise, vous aurez au niveau fiscal le régime micro-fiscal qu'on avait évoqué ici. Le régime micro-fiscal, donc pour calculer le bénéfice, c'est super simple. Chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire égale le bénéfice qui va se rajouter à tous les revenus de votre foyer fiscal. Et ensuite, vous voyez avec le revenu fiscal de référence où est-ce que vous êtes dans les tranches d'imposition de l'impôt sur le revenu. D'accord? Et au niveau social, le micro-social, juste vous déclarez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF et l'URSSAF calcule les cotisations sociales basées sur le CA avec un pourcentage fixe qui est connu d'avance. Donc, c'est simple, c'est facile.
Vous prenez pas trop de risques parce que si jamais ça marche pas, bah, vous pouvez arrêter votre entreprise individuelle, votre micro-entreprise hyper facilement. Mais une autre entreprise, c'est une EI. D'accord? Juste, vous déduisez pas vos charges, vous déduisez un abattement forfaitaire. Et vous payez vos cotisations sociales sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Si on dépasse le CA avec un client européen, doit-on toujours la TVA en France, CA 41 250 euros? Alors là, ça dépend s'il y a le principe de ce Là, on rentre dans les détails parce qu'il y a un principe qui s'appelle l'autoliquidation de la TVA, donc voir qui c'est qui est censé payer la TVA. Normalement, il me semble que oui, même avec l'autoliquidation de la TVA. Je réfléchis. À confirmer. Je vous avoue que moi, en fait, je fais pas partie du service accompagnement d'Indy. Mes collègues qui peuvent vous répondre dans le chat d'Indy, eux seront beaucoup plus calés que moi sur toutes les petites questions comme ça parce que c'est leur rôle, en fait, d'accompagner les indépendants au quotidien sur les questions qui peuvent se poser. Moi, je fais de mon mieux. J'apprends tous les jours aussi, comme vous. Mais je vérifierai pour être sûre. Mais j'ai un doute, en vrai. J'ai un doute. Donc, je préfère mettre Joker. Et peut-être si vous êtes client, du coup, si vous êtes client indie, vous pourrez demander à mes collègues. Ils pourront répondre. Mais là, je préfère pas dire. Après, on a fait plein d'articles hein, sur le blog d'Indie qui pourront vous aider à ce niveau-là. Bonjour, je suis en EI ça me paraît très lourd au niveau des charges comparées à un statut spécifique comme la maison des artistes, mais le statut de la maison des artistes a des contraintes de déclaration de TVA par le client plutôt que le prestataire. Pensez-vous qu'il soit intéressant de migrer vers la maison des artistes? Alors, quand vous dites très lourd, faut voir enfin, ce que vous entendez par très lourd, d'accord? Moi, je pense que le mieux quand on est dans un métier comme les artistes, auteurs, moi, je vous avoue, je connais pas très bien encore ce statut parce que chez Indie, on n'en a pas tant que ça. Du coup, on n'en a pas trop encore. Enfin, moi, je me suis pas trop penchée, je me suis pas trop formée sur le sujet. Par contre, je pense que le mieux, c'est de voir avec directement soit la maison d'artistes, soit l'URSSAF du Limousin aussi qui s'y connaissent bien hein, finalement, puisqu'ils gèrent les cotisations sociales des artistes et auteurs, ils peuvent vous aider. Et sinon aussi, troisième joker qui est possible, le SIE. Vous savez, quand vous avez une entreprise, que ce soit micro-entreprise, SASU ou quoi que ce soit, vous allez dépendre d'un SIE. SIE, c'est Service Impôt des entreprises. Chaque ville a un SIE, chaque arrondissement de grande ville a un SIE. Vous pouvez les contacter par téléphone. Et vous tapez SIE plus nom de la ville sur Internet, premier lien, numéro de téléphone, vous les appelez. Et en général, il n'y a pas trop d'attente, ça dépend des périodes de l'année. Mais je pense que le SIE pourrait aussi un peu plus vous aider par rapport à votre situation à vous dans votre région. Vous voyez? Donc peut-être demander aussi au SIE. Peut-on passer facilement d'un statut à l'autre? Alors, bah, du coup, de micro-entreprise à EI au réel ou EI à l'IS, oui, c'est très simple, hein, un message aux impôts, tout va passer par l'INPI. Par contre, si jamais vous voulez créer une société, bah, il va falloir fermer votre micro-entreprise ou votre EI quelconque et ensuite rédiger les statuts, enfin faire la démarche de création d'une société qui est plus longue finalement qu'une EI parce que là, ce ne sera pas que l'INPI. Vous savez, pour une EI, il faut juste passer par l'INPI, on remplit un formulaire et c'est bon, on a notre sirette. Non, là, il y a vraiment des étapes à suivre avec la rédaction des statuts, le dépôt du capital, la validation par le greffe, ensuite il y a l'INPI. Enfin, c'est un peu plus long et plus coûteux. Donc, facilement, tout est relatif. Le terme facile, c'est assez relatif, mais c'est pas insurmontable. Surtout si vous êtes accompagné par une entreprise, que ce soit Indie ou d'autres. Hein, il existe plein de legal tech aujourd'hui sur le marché pour vous accompagner, mais ça dépend de quel statut vous parlez quand vous dites passer d'un statut à l'autre. Les 37 500 euros facturés sont bien à considérer hors taxe puisque franchise en TVA. Oui, tout à fait. En fait, quand on est en franchise de TVA, hors taxe et TTC, c'est un peu la même chose puisque c'est 0% de TVA qui va s'appliquer. Donc, on parle bien de hors taxe, enfin, hors taxe et TTC, c'est la même chose. C'est ce que vous avez encaissé pour le moment. Par contre, attention pour ceux qui sont en micro-entreprise avec TVA, si jamais vous facturez un montant TTC, quand vous déclarez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF pour vos cotisations sociales ou même après aux impôts pour la déclaration de revenus, il faudra toujours déclarer en hors taxe. D'accord? Jamais en TTC parce que sinon vous avez payé des cotisations sociales sur quelque chose qui ne vous appartient pas. L'argent TTC de la TVA, c'est pas votre argent. Donc, ne déclarez pas ça à l'URSSAF. Hein. Quel pourcentage paye-t-on lorsqu'on se verse les dividendes en SASU? Bah, environ 80%. Oui, non, attendez. Ah non, pardon, en SASU, pardon, je pense j'étais dans le salaire. Quand on se verse des dividendes, il n'y a pas de cotisation sociale. C'est ça en fait. C'est ça qui est trop bien. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant en SASU.
quand on veut jongler entre salaire pour avoir une bonne protection sociale, puisqu'on est assigné salarié, et quand on veut quand même payer moins de protection sociale, moins de cotisation sociale, on va se verser aussi une partie en dividende pour payer 0% de cotisation sociale dessus, contrairement à l'URL. D'accord? Donc, tout l'intérêt de la SASU, c'est de pouvoir jongler entre salaire et dividendes. Et sur le salaire, être très bien protégé, même si on paye beaucoup de cotisations sociales dessus, on est quand même mieux protégé que quelqu'un qui serait travailleur non salarié en URL ou en EI. Peut-on avoir une EI et une SASU? Oui, la réponse est oui, parce qu'en fait, en SASU, vous êtes assigné salarié, donc vous n'êtes pas travailleur non salarié. Alors, et en EI, vous êtes travailleur non salarié, donc vous pouvez combiner une EI et une SASU. C'est tout à fait possible. Je sais qu'il y a des gens, ils ont une SASU et une micro-entreprise parce qu'ils veulent tester un truc à côté en micro-entreprise. Ils veulent pas forcément l'intégrer dans les statuts de la SASU, donc ils testent leur truc à côté, et ça, c'est possible aussi. La différence, bah là, du coup, c'est pas une question, donc voilà. C'est sportif, hein. Je suis désolée, des fois, j'ai pas la réponse à tout. Je fais de mon mieux. J'espère que ça aide quand même au global. Est-ce que ça va? Ça vous a pas trop assommé toutes ces informations? C'est un peu plus clair pour vous, la différence entre les différents statuts? Vous pouvez me répondre dans le chat, du coup, pour me dire si ça va. Vous avez survécu? Très clair. Bah, merci Olena. En franchise de TVA, que devons-nous faire apparaître sur la facture? Alors, du coup, il n'y aura pas de numéro de TVA, d'accord, parce qu'il n'est pas activé. Par contre, il y a une mention qu'il faudra indiquer. Vous le verrez dans tous les logiciels de facturation, ça met par d'office la mention. C'est TVA non applicable selon article 293B du CGI. Donc, vous verrez sur toutes vos factures, il y aura cette petite mention-là pour dire que vous êtes en franchise en base de TVA et qu'il n'y a pas de TVA à facturer. Et après, il y a toutes les mentions classiques, hein, numéro de sirette, etc. Enfin, voilà. Bref. Mais c'est vraiment cette mention-là qu'il faut avoir quand on est en franchise en base. Facture électronique. Ah, c'est très bonne remarque. Je sais pas si on a le temps, Céline, il faut me dire si on a le temps de parler de la facturation électronique ou pas. Parce que moi, je risque de m'embarquer, hein. On peut en parler rapidement, mais de toute façon, on fera un webinar dédié avec Indy aussi. Mais vas-y, si tu veux faire un teasing, il y a plein de choses à Rapidement, dire. ok, ça marche. Du coup, dans le chat, est-ce que vous êtes au courant de la réforme sur la facturation électronique, ce terme-là? Est-ce que ça vous parle? Parce que tout le monde, plus ou moins, est considéré, est concerné, pardon, par la facturation électronique. Très bien, c'est cool. Non, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas au courant. En fait, la réforme de la facturation électronique, c'est une réforme qui est européenne et qui va se déployer progressivement. D'accord? Quand on parle de facture électronique, ce n'est pas une simple facture PDF. Non, ce serait trop facile. C'est une facture avec un format structuré que seules des plateformes agréées peuvent fournir. Ok, ça c'est sur les bases. Et en fait, à partir de septembre 2026, toutes les entreprises devront avoir une plateforme agréée, avoir choisi une plateforme agréée pour être capable de recevoir ce type de facture. D'accord? Même si vous n'en recevez pas, il faut être outillé à partir de septembre qui arrive. Et donc, bonne nouvelle, Indy, c'est une plateforme agréée. Ce service, il est gratuit. Donc, si jamais vous vous inscrivez, attention, l'option n'est pas automatique. Il faut qu'on ait l'accord de la personne. Donc, que ce soit sur Indy ou sur une autre plateforme agréée, il faudra faire une petite manipulation pour donner votre accord. Donc, avec une signature électronique, hein, sur Indy, tout se passera dans l'onglet facturation. Mais voilà, il faut que vous ayez une plateforme agréée à partir de septembre 2026. Après, pour ce qui se passe en 2027, je vous invite à participer au webinar parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça dépend de qui vous facturez, quelle est votre activité. Enfin voilà. Donc, pour la suite, voilà, inscrivez-vous au webinaire de maths sur la facturation électronique parce qu'on va pouvoir dire un peu plus développé qu'aujourd'hui. Est-ce que Oui, du coup, Céline vient de répondre à le replay vous sera envoyé, donc vous aurez le temps de revoir les slides à tête reposée, avec les explications et à votre rythme. Voilà. Concernant les cotisations URSSAF pour une EI à l'IR, faut-il appliquer un abattement sur son CA mensuel avant d'appliquer son pourcentage de frais? Alors, bonne question. En fait, l'URSSAF, quand on est en EI à l'IR hors micro-entreprise, d'accord, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se baser sur votre déclaration de revenus. Il n'y aura plus besoin de déclarer son chiffre d'affaires tous les mois. Parce qu'il y a une annexe de la déclaration de revenus qui s'appelle la DSFU, Déclaration sociale fiscale unifiée. Et en fait, c'est sur ce document-là que l'URSSAF va ajuster les cotisations sociales chaque année, une fois par an. Donc vous, normalement, vous avez un espace sur le site ursaf.fr, vous avez votre échéancier, d'accord?
Donc, vous savez combien vous allez payer tous les mois ou tous les trimestres, hein, selon votre rythme. Et ce que vous voyez, en fait, c'est basé vraiment sur le bénéfice qui sera déclaré sur cette DSFU et non sur le chiffre d'affaires. D'accord? Mais forcément, le bénéfice est influencé par le montant de chiffre d'affaires, mais aussi par vos charges, du coup. Je suis en EI avec IS. Je me pose la question sur l'intérêt d'être en SASU. Depuis, j'ai déjà un expert comptable. Je dois attendre de pouvoir changer d'expert pour profiter d'Indie. Alors, l'intérêt d'être en SASU, encore une fois, attendez, je vais vous montrer. Là, je vais remettre cette slide. En fait, du coup, quand on est en EI à l'IS, c'est hyper simple parce que, je le redis, sur le plan juridique, vous ne faites qu'un. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir des parts sociales de la société. D'accord? Il n'y a pas de personne morale qu'on peut se partager. Donc, en termes d'optimisation, il n'y a pas de montage possible avec une EI à l'IS, avec une holding qui va détenir des titres de participation. Ça, non, ça n'existe pas en EI à l'IS. D'accord? Donc, si jamais derrière ou si vous voulez transmettre à vos enfants, s'il y a une stratégie de transmission patrimoniale, EILIS, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, il faut voir aussi par rapport à ce que vous voulez faire par la suite. Ensuite, si vous voulez passer chez Indie, il faut savoir qu'il existe une version gratuite de Indie pour connecter son compte pro, au moins ça, j'ai envie de dire, juste pour suivre ses flux de trésorerie. Mais effectivement, ça risque de rentrer en doublon si jamais vous prenez l'offre premium pour générer votre liasse fiscale, votre bilan, votre compte de résultat, puisque normalement, c'est le job de l'expert comptable. D'accord? Donc, pour éviter de payer deux solutions comptables en même temps, ne payez pas encore Indie tant que vous payez votre expert comptable. Je précise, je sais qu'il y a une idée reçue par rapport aux experts comptables. Le tampon expert comptable sur vos documents n'est pas obligatoire tant que vous ne dépassez pas 8 millions de chiffre d'affaires ou 4 millions au bilan ou 50 salariés. D'accord? Donc, avant d'atteindre ces seuils-là, l'expert comptable en soi n'est pas obligatoire, sauf dans le secteur de transport de marchandises. D'accord? Et c'est pour ça qu'Indie existe, finalement, c'est parce qu'on a su proposer un juste milieu aux indépendants qui ont une structure simple. Nous, on s'adresse vraiment aux très petites entreprises, pas aux PME, qui ont besoin de répondre à leurs obligations et avoir de la visibilité. Donc voilà, il faut voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ce que vous voulez faire. Concernant la régularisation des ARE versés 70% pour une EI au régime réel, une fois le bilan établi, savez-vous si France Travail... Euh... France Travail, c'est un peu obscur parfois pour moi. Savez-vous si France Travail considère les BNC comme de la rémunération effective ou non? Oui, parce qu'en fait, quand vous êtes en EI au régime réel, donc c'est-à-dire que vous êtes à l'IR, d'accord, le BNC, c'est l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de distinction au niveau fiscal de votre bénéfice de l'entreprise et de votre rémunération. Ça ne fait qu'un. Donc oui, ils vont considérer ça comme de la rémunération. Ils vont se baser justement sur votre bénéfice pour ajuster et faire la régulation de l'ARE. Vous voyez? Donc oui, la réponse est oui. Et là, je pense que... Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, pas de questions. Trop bien. Merci beaucoup. C'est hyper challengeant à chaque fois. J'ai toujours peur, mais ça va. Et merci beaucoup, Talita. Je tiens à le préciser, mais vous voyez pas, mais Talita vous a répondu dans le chat tout au long. Donc, merci beaucoup à Talita. Ah, merci de te montrer. Merci en tout cas à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Et j'espère vous revoir sur le webinar sur la facturation électronique parce qu'il y en a des choses à dire dessus et ça va vous concerner. Donc voilà.